et vous ayez été excités. Bonsoir, nous sommes le mercredi 5 novembre, il est 0h à Paris, à la Bibliotheca Hermetica, Astrologica, excusez de ce lapsus en hommage à René Hallot. Et je suis en train de lire un ouvrage qui s'appelle « Qui a écrit la Bible ?» qui est traduit de l'anglais, d'un certain Richard Friedman. La prodigieuse quête des auteurs de l'Ancien Testament. Alors, je me suis beaucoup intéressé à ce qu'on appelle la critique biblique. Et moi-même, j'ai soutenu en 2007, il y a 7 ans, un post-doctorat à l'École pratique des études, 5e section des sciences religieuses, dans le cadre de la chaire d'histoire du catholicisme. J'ai soutenu une thèse qui s'appelait Giffray de Reichac, le dominicain Giffray de Reichac, et la naissance de la critique nostradamique au XVIIe siècle. Vous pouvez la trouver sur Internet, sur le site prophétie.it, également au Warburg Institute, et je suppose au secrétariat de l'École pratique d'autres études ou à la bibliothèque de l'École pratique d'autres études. C'est exactement. Et le rapport entre Nostradamus et la critique biblique est évident. Et quand je lis Friedman, je pense immédiatement à ce qui se passe depuis une vingtaine d'années à propos de Nostradamus, je dirais même une trentaine d'années. Disons depuis le congrès de 1985 à Salon-de-Provence, auquel j'ai participé, et auquel Daniel Russo a participé, auquel Michel Chomara a participé, auquel Jean Séard a participé, auquel Robert Amadou a participé, auquel Michel Simonin a participé, auquel Jean Dupeb a participé, auquel Robert Benazra a participé. Alors, donc 1985, 2015. Voilà. Et moi-même, j'ai assez rapidement, parce qu'à l'époque j'étais vraiment un novice en 85, et par la suite notre ami Patrice Guinard a suivi mes pas, à sa façon, quelques années plus tard, je pense dire même une dizaine d'années plus tard, peut-être. Et quand on lit l'histoire de la critique biblique, en passant par Hobbes, en passant par Spinoza, en passant par Richard Simon, en passant par bien d'autres comme Wellhausen, etc., il y a un débat extraordinaire sur la composition de l'Ancien Testament. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que c'est une œuvre collective qui s'est constituée sur une longue durée. Et notamment la thèse de Friedman, que j'ai à peine eu le temps de lire, c'est que comme le royaume d'Israël, enfin comme la Palestine était divisée en 2 royaumes, au nord le royaume d'Israël, au sud le royaume de Juda, qui ont connu des fortunes très différentes, puisque le royaume d'Israël a été supprimé, a été conquis avant le royaume de Juda, donc il y a eu un décalage. Et la thèse, c'est qu'il y a 2 Bibles qui sont écrites dans le cadre de ces 2 royaumes, et qui ensuite auront été rassemblées. Puisque vous savez qu'il y a une Bible où on parle, il y a des passages de la Bible où on parle de Yahvé, et des passages de la Bible où on parle de Elohim. Enfin bon, c'est très très schématique. Ce n'est pas le sujet de mon intervention. Mais ce qui est extraordinaire,
c'est que la critique nostradamique, elle rencontre les mêmes problèmes, sauf que c'est une période beaucoup plus récente, que les transformations se sont faites sur une période beaucoup plus courte, et que néanmoins, on a les mêmes blocages. Cela dit, comme dit très bien Friedman à la fin de son livre, comme il dit fort bien, au bout d'un certain temps, ça n'a pas beaucoup d'importance. La Bible existe en tant qu'ouvrage tel qu'il est. Et je suis bien d'accord pour dire que les centuries existent en tant qu'ouvrage tel qu'il est. Ça ne me gêne pas du tout. C'est un autre problème. La Bible a eu la fortune qu'elle a eue parce qu'elle est comme elle est. Et les centuries ont eu probablement la fortune qu'ils ont eue parce elles sont ce qu'elles sont. Mais ça ne résout pas du tout le problème de la genèse. C'est le cas de dire, la genèse du Pentateuque ou la genèse des centuries. Ce sont deux problèmes différents. Dans le cas de Patrice Dinard, d'ailleurs, ce qui est assez pathétique, c'est que, au fond, lui, ce qui l'intéresse, c'est finalement l'interprétation des centuries, et il fait ce qu'il veut avec. Mais il se croit obligé de discuter avec moi de la chronologie des éditions, des vraies éditions, des fausses éditions, des rajouts, etc. C'est pas le même métier, c'est pas le même travail, c'est pas la même optique. Donc, ce que les chercheurs ont bien compris depuis, je dirais, le XVIIe siècle, hein, c'est-à-dire depuis les années 1600, donc depuis 400 ans quand même, eh bien, ils ont commencé à comprendre, enfin ça s'est développé. Même le pape, à la fin, Pie XII, a dit qu'il fallait chercher dans cette direction, etc. Eh bien là, depuis une trentaine d'années, en dépit de ma thèse de doctorat d'État de 99, en dépit de mon poste de doctorat qui reprend une partie de mes analyses de la thèse d'État sur Nostradamus, de 2007, eh bien, on est toujours au point mort. Je veux dire par là que, je ne sais pas, il me semble que la thèse que j'ai développée ne fait pas encore l'unanimité. Je ne suis pas au courant exactement de la façon dont elle est réceptionnée aujourd'hui. Est-ce que les gens qui se sont opposés à moi à cette époque-là, donc qui en 99, 2007, est-ce qu'ils sont toujours dans leur position ou est-ce qu'ils ont évolué? Il faudrait voir. Bon. Peut-être. Je vous rappelle entre parenthèses que la soutenance de la thèse du post-doctorat de 2007 est en grande partie sur Internet. Elle a été filmée par Roger Hickey d'ailleurs. Et on peut la trouver sur Internet et également sur le groupe Facebook Nostradamus Recherche. Et à ce moment-là, il faut adhérer à ce groupe. Et là, on voit le déroulement de la soutenance avec les gens, le jury, etc. C'est très intéressant. Et voilà, donc, travail collectif, progressif, et je résume les positions que j'ai développées, qui prend forme véritablement au milieu des années 1580, donc en gros une vingtaine d'années après la mort de Nostradamus, Michel Nostradam, qui se sert vraisemblablement des papiers laissés par Nostradamus à sa mort, dans sa bibliothèque, il en parle dans son testament, et à partir de là, on fait des quatrains à partir de documents épars et variés et hétéroclites qu'on trouve dans cette bibliothèque. Notes de lecture, notes de voyage, tout ce qu'on veut. Récupération de certains manuscrits qu'on met en vers. On va dire c'est une sorte de délire de la versification. Et moi, ma thèse, c'est que Nostradamus n'a pas
le goût de la versification. Il le dit lui-même d'ailleurs, je crois, en tête de son traité des confitures, je ne sais plus. Même les quatrains de ces almanachs ne sont même pas de lui, il les a fait faire par un assistant, comme il faisait faire par un assistant tous les travaux de finition technique, des calculs, etc. Ce qui prouvait par le fait que le manuscrit de ces écrits qui devaient être utilisés pour ces almanachs ne comporte pas tous ces calculs qu'on trouve dans les imprimés. Donc c'était rajouté par la suite, au moment de l'impression. Donc, voilà. Il est vrai que, en effet, si le matériau utilisé pour composer les centuries est de Nostradamus, matériau en prose, on peut dire quelque part que c'est du Nostradamus. Mais c'est un Nostradamus versifié. Et versifié, je l'ai montré à partir de textes en prose, notamment pour les almanachs, des pronostics, enfin des textes, des pronostics en prose pour les mois. Et c'est fait n'importe comment. C'est des mots qui sont rajoutés, qui sont mis dans un sens. On retrouve les mêmes mots, mais pas du tout la même construction de la phrase et pas du tout la même signification. Donc c'est du Nostradamus, un peu comme le Séantiloque, par certains côtés, est le fruit de la tétrabible de Ptolémée. C'est une sorte de condensé de fruits de toutes sortes de textes de Nostradamus, publiés, pas publiés, etc. Sur la base, bien entendu, du précédent qu'ont constitué les 12 et 13 quatrains, que tous les ans, les almanachs Nostradamus comportaient. Et c'est à partir de cette donnée-là qu'on a ensuite extrapolé pour faire d'autres quatrains. Le paradoxe, c'est que dans la plupart des éditions récentes des centuries, on ne met même plus ce qu'on appelait les présages, on ne met même plus dans ce corpus de Nostradamus, on ne met même plus les quatrains des almanachs. Et d'ailleurs, je crois me souvenir que J. Dréchac lui-même, qui a fait un travail énorme d'interprétation, qui restait d'ailleurs manuscrit presque à 80%, mais dont le manuscrit existe aux archives, que j'ai retrouvé aux archives nationales, eh bien lui, il mettait en question les quatrains des almanachs, par exemple. Il ne mettait pas en question les quatrains des centuries qu'il a interprétés, mais il ne voulait pas interpréter les quatrains des almanachs parce qu'il avait entendu dire que les quatrains des almanachs, ils étaient suspects, que les almanachs étaient suspects, ce qui n'était pas complètement faux non plus. Voilà, donc voilà, je ne voulais pas en dire beaucoup plus que ça. Je voulais simplement dire que on est encore loin. On est qu'il n'y a jamais qu'une trentaine d'années que le problème se pose, parce qu'avant moi, finalement, il y avait très peu de critiques de l'intégrité de Nostradamus, ce n'était pas très développé. Parce que si on prend effectivement J. Dréchac, qui, dans l'éclaircissement de ces quatrains, Nostradamus inaugure une certaine critique nostradamique, pose des questions, par exemple, il met en question les Sisains. Bon, ça, il y a un premier élan, effectivement, où on remet en question certaines choses, mais fondamentalement, la remise en question globale des centuries comme n'étant pas réellement, non seulement ne sont pas l'œuvre de Nostradamus, mais surtout, et c'est là-dessus quand même que tout se joue quelque part dans le débat, les éditions qui prétendent que ces centuries sont parues en 1555, 1557 et 1568 sont des contrefaçons tardives pour valider des éditions qui en réalité sont parues dans les années 1580-1590. Et c'est sur ce point que le débat actuellement existe. Il faut qu'une fois pour toutes, on reconnaisse que ces éditions, c'est Bonhomme 1555, Antoine Duron 1557, Benoît Rigaud 1568, donc juste après la mort de Nostradamus, tout ça, ce sont des faux
eh bien, la plupart des universitaires et des sixiémistes, actuellement, ne sont toujours pas d'accord pour reconnaître que ce sont des faux. Là est le problème. Là est le scandale, je dirais même.